Ici Danielle Leblanc, bienvenue à cette entrevue podcast où on découvre des personnes qui travaillent dans des conditions, situations, organisations tout à fait différentes et qu'on a, je crois, besoin de découvrir ensemble. Comme par exemple, mon invitée d'aujourd'hui, Fabienne Aschermann. Est-ce que je le prononce bien? Mais oui, tu le prononces très bien. Mais en suisse allemand, je pourrais dire Aschermann. Tu pourrais dire ça, mais ce serait plus simple de l'utiliser à la française ou à la suisse. Alors, ma chère Fabienne, oui. On dit célébrante, conférencière et autres. Voilà. Oui. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Fabienne Aschermann, dans la vie, en fait? Eh bien, c'est ces trois services-là que j'offre à la population. Donc, le service de conférencière, ce sont ce que j'appelle, moi, des conférences-causeries que je prépare. Donc, je prépare un contenu. Et puis, j'aime beaucoup aussi avoir une partie où je peux échanger, où on peut dialoguer avec les personnes qui sont présentes. Parce que je trouve que les personnes qui se présentent à une conférence thématique qui les intéresse, ont déjà pensé, ont eu des réflexions en lien avec le sujet, ont des réflexions à partager ou des questionnements, et je trouve ça intéressant de pouvoir échanger avec eux. Donc, c'est pour ça que je l'appelle conférence-causerie. Puis mes sujets de prédilection, c'est des sujets sensibles. Moi, c'est que j'aime dans la vie. C'est ce que je voulais dire dans mon introduction, parce que là, parler du deuil, parler de vivre en solo, la mort. Et le deuil, mais le deuil d'un petit enfant aussi. Il y a des situations qui nous font souffrir. Et ce sont des sujets qu'on a du mal à aborder. Oui, tout à fait. Alors, Fabienne Aschermann, elle nous offre des clés pour mieux aborder ces situations-là. Est-ce que c'est ça? Je dirais que la première clé, c'est d'amener ce thème pour que les gens en entendent parler. Et souvent, ce que j'observe quand c'est des sujets délicats, comme tout ce qui touche le deuil ou la mort, c'est que les gens viennent avec un reculon, peut-être, mais une fois qu'on a pris le temps moi, de présenter ou de donner un contenu et puis d'échanger, les gens ne partent pas à la fin de ces conférences-là. Ils veulent continuer à en parler. Donc, en fait, je dirais que la toute première clé, c'est vraiment apprivoiser ces sujets-là en parlant. Et ça libère la parole, fait que moi, comme c'est des sujets qui me passionnent, j'ai pas de difficulté à en parler, mais il y a un effet contaminant qui fait en sorte que les gens sont tellement heureux et même des fois soulagés de pouvoir en parler. De la même façon que comme accompagnante au deuil, par exemple, les groupes de parole, il y a des personnes qui peut-être la première fois sont pas sûrs de vouloir d'aimer ça ou que ça soit un groupe. Et c'est très rare qu'il y ait des gens, je pense que ça m'est même jamais arrivé, que des gens partent en courant en disant « Mon Dieu, jamais j'aurais dû venir ». La plupart du temps, ils viennent dire merci parce qu'ils ont eu un espace pour se dire et on peut pas toujours tout dire à nos proches qui sont eux-mêmes en deuil parfois. Donc, dans le deuil périnatal, t'en touchais un mot, ça a été une expérience que j'ai vécue il y a bien des années, d'accompagner des parents qui avaient perdu un bébé pendant la grossesse ou à la naissance. Eh bien, quand ce groupe de parole-là existe toujours d'ailleurs à l'actuelle Maison des familles, eh bien, les parents arrivent là et ont un espace pour se dire, parce que leurs propres parents sont en deuil d'un petit-fils, d'une petite fille. Donc, c'est ça qui rend des fois les choses compliquées. Un peu comme si on n'avait pas personne vers qui se tourner, parce que tout le monde autour de nous, nos proches, tout le monde a de la peine. Possiblement. Tout le monde est dans une situation de apprivoiser le deuil, comment je fais, avec mes propres peurs, avec ma colère, avec ma, je sais pas moi, peut-être ma culpabilité. Et là, vers qui je me tourne pour en parler? C'est un sujet non seulement délicat, mais où je vais, vers qui je me dirige. Je pense, Fabienne, tu travailles aussi avec des organismes dans la région ici. Oui, je collabore, oui. Oui, voilà. J'ai une collaboration avec l'Association des proches aidants. C'est là que je travaille beaucoup sur le sujet du deuil parce que les personnes proches aidantes, en fait, nous tous, on vit des deuils tout au long de notre vie. On associe le deuil à la mort, mais là, le deuil est partout dans nos vies. À chaque fois qu'on vit un changement, on vit un deuil. Parfois, il est très subtil, puis on n'a pas de raison de s'accrocher là-dessus. Puis d'autres fois, ça prend beaucoup de place et on s'en rend même pas compte. C'est pas évident de savoir qu'on vit un deuil, surtout quand c'est lié à des événements heureux, comme par exemple le départ d'un enfant du domicile. C'est un événement heureux, un déménagement où on s'en va vers une place qui
offre plus d'espace ou qui nous convient mieux, mais on laisse quelque chose en arrière. Donc, le deuil est partout dans nos vies. Oui. Le deuil, ça fait partie de la vie, presque. Oui, ça fait partie de la vie. Et perdre des gens qui nous sont chers, ce sont souvent nos parents que l'on va perdre. Mais quand c'est notre enfant, c'est une autre histoire. Oui, tout à fait. C'est pas dans l'ordre des choses. L'accompagnement n'est pas le même, Fabienne. J'aurais de la difficulté à répondre à cette question parce que c'est toujours de faciliter la parole. Le deuil en tant que tel, il n'est pas si différent que ça. Il se manifeste de façon différente, unique. On va beaucoup parler de comment ça se manifeste. Les gens vont pouvoir en parler, mais un parent qui a perdu un enfant, un petit, un bébé par exemple, et puis une personne qui a perdu un conjoint après 50 ans de vie commune, dans les deux cas, il y aura possiblement de la colère, possiblement de la culpabilité, possiblement de la tristesse, possiblement du déni. Tout ça, ça fait partie du deuil. C'est la façon que ça s'exprime qui peut être différente. Mais la façon que ça s'est passé aussi, parce que quand on perd quelqu'un suite à un accident de voiture, c'est extrêmement soudain. Tout à fait. Quand on perd quelqu'un qui ça fait 5 ans qui souffre du cancer, tout à fait. On dit souvent c'est une libération, parce que cette personne-là souffrait et on l'accompagnait. C'est un peu ça aussi que je voulais dire. Absolument. Il y a toutes sortes de situations extrêmement différentes, autant qu'il y a de personnes et de situations. Absolument, c'est ça. Puis la naissance n'est pas associée à la mort. La naissance est associée à la vie, d'où le défi. À la joie. Oui. Au renouveau, à l'espoir, à la célébration, à l'avenir. Célébration de la naissance. Voilà. Je pense qu'on peut lancer le dé, Fabienne, certainement, pour découvrir les questions de sortir de la boîte. Oui. Un défi. Alors, attention, on va trouver une petite question par ici. Comment réagissez-vous aux imprévus qui pourraient compromettre un projet? Est-ce qu'il y a des imprévus? Le premier exemple qui me vient en tête, c'est lors de célébrations. On a bien beau arriver à une célébration, par exemple un hommage pour un défunt, prête. Donc, il y a eu beaucoup de préparation en amont, évidemment. La personne qui prend contact avec moi, on travaille ensemble, on s'organise autour de l'événement. Donc, on veut célébrer la vie de la personne qui est décédée. Oui, ça peut être un hommage pour la personne défunte, ça peut être une célébration. Ça, c'est vraiment des mots sur lesquels on va se mettre d'accord rapidement parce que tout est une question de perspective et de point de vue. Donc, on va se mettre d'accord sur on s'en va vers quoi et qu'est-ce qu'on fait. Il faut qu'on sache comment on va axer la célébration. Absolument. Et c'est le client, la cliente qui va m'orienter, évidemment. Donc, je dirais que l'imprévu, c'est la célébration même. Parce qu'on est complètement sans filet ce jour-là. On ne sait pas comment les gens vont réagir. Puis, par exemple, des fois, ça peut être purement technique aussi. Je donne un exemple, une personne de la famille ou un proche. Je prends l'exemple dans un cas de mortalité, ça pourrait être un départ à la retraite. Il n'y a personne de mort, mais il y a une célébration ici. Mais dans le cas d'un hommage pour un défunt, par exemple, une personne proche qui s'était annoncée pour jouer d'un instrument, et puis il y a un problème technique qui arrive. Et, mettons, si ça prenait un amplificateur, il y a ce genre de choses qui arrivent, des réactions. Tout d'un coup, la personne qui devait prendre la parole se sent peut-être moins à l'aise de le faire parce que là, elle est devant une cinquantaine de personnes. Et les émotions. Oui, c'est ça, exactement. Qui sont... Je dirais, mais c'est pas des imprévisibilités qui font en sorte que la célébration ne peut plus avoir lieu. Là, il faudrait vraiment que ça soit très spectaculaire pour que ça arrive, mais c'est plus ce genre de choses-là. Puis je dirais que se présenter comme célébrante, c'est accepter qu'il y a un 80% de travail qui est fait pour cet événement, puis un 20%, il faut aller avec l'événement et avec ce qui se présente. Des fois, il y a des silences qui sont inattendus, mais qui sont très, très bien placés. Donc, non seulement on a une célébration à conduire, mais en même temps, dans ce moment-là qu'on vit, qu'on ne peut pas anticiper, parce qu'on peut juste le vivre à ce moment-là, c'est d'être à l'écoute de ce qui se passe. Il peut arriver toutes sortes d'affaires. Je me souviens d'une célébrante qui m'avait dit, dans un contexte particulier, qu'il y avait eu je sais pas si c'était un aigle. En tout cas, il y avait un oiseau qui, tout d'un coup, s'était présenté pas dans les lieux, mais là où avait lieu la célébration. Et puis, les personnes qui étaient en deuil ont été très, très touchées par cet événement parce que ça faisait un lien avec la personne qui était défunte. Donc, des fois, il y a comme des événements tout à fait inattendus, mais on peut pas
les ignorer. Ils sont là Et et on peut continuer, prévoir, on peut continuer à composer avec ce qui arrive. L'idée, c'est de s'adapter, donc. Oui, exactement. La flexibilité, je pense, c'est le mot-clé en célébration. Beaucoup d'écoute. Oui. Beaucoup, une grande capacité d'adaptation. Oui. Et de pas trop s'en faire aussi. De pas trop s'en faire. J'imagine. Oui. Puis on peut ralentir aussi. Mm-hmm. Tu sais, des fois, on parle de vitesse beaucoup dans nos vies. Hein, on est occupé beaucoup. Mm-hmm. Quand on arrive dans un endroit où une célébration va avoir lieu, ça pourrait être une célébration de naissance aussi. Il y a des parents qui ne baptisent pas ou qui ne soulignent pas la naissance parce que déjà avant la grossesse, il y a eu des événements, on le sait, comment on dit, les révélations de genre du bébé à venir, ou bien les baby showers qu'on appelle, donc où on se retrouve, mais ça c'est pendant la grossesse de la maman. Mais après ça, on voit moins d'événements, ou peut-être le baptême, s'il y a une appartenance religieuse, mais pour les personnes qui sont sans appartenance religieuse, la naissance est là, et puis la vie est là, et voilà. Mais ça pourrait être tout à fait aussi pour la naissance. Et de ralentir, c'est vraiment de prendre le temps, de marquer le temps. C'est vraiment de s'arrêter pour accueillir l'enfant, puis ça peut se faire avec une célébrante où on prend le temps de se préparer. Les parents ont beaucoup de choses à dire, surtout avec un premier enfant, on s'attend à certaines choses. J'aime beaucoup penser à l'image des 3 marraines fées qui sont sur le landau et puis qui ont des intentions. Chacune nomme une intention. Mais c'est ça, la célébration, c'est notre intention, il faut qu'elle soit nommée. Puis dans le cas d'un nouveau-né, parce qu'on est en train de parler de nouveau-né, ça peut être quelle est notre intention, et les personnes qui sont présentes ont une intention pour le nouveau-né ou la nouvelle-née, et puis vont peut-être vouloir lui souhaiter une qualité qu'on a en nous, et on se dit « Ah, j'aimerais ça que ma petite fille ou ma nièce puisse porter cette qualité-là, par exemple. » Une célébrante ou un célébrant, ça peut être un homme. Oui. C'est pour toutes sortes d'événements. Oui, tout à fait. D'événements qui sont importants pour nous. Oui, c'est ça. Oui. Fabienne, est-ce qu'auparavant, il y a plusieurs années, c'était beaucoup les curés qui faisaient ce genre de choses, et maintenant, avec la pluralité les gens qui viennent vivre dans notre communauté, qui sont de diverses confessions et ou aucune religion non plus, on a besoin d'avoir des personnes qui vont venir célébrer ces événements-là, mais qui ne sont pas reliés à la religion, à aucune espèce de croyance, autre que le désir de soit honorer la personne décédée, ou vraiment mettre de l'avant la nouvelle vie qui commence. Oui, c'est ça? Tout à fait. Moi, je le dis volontiers, quand on parle de célébrants, célébrantes, j'inclus les curés, les prêtres, les imams, parce que nous sommes tous des célébrants. Mm-hmm. Après, si on s'adresse à un imam ou bien un curé ou un pasteur... C'est parce qu'on a une religion. Oui, c'est parce qu'on a une appartenance religieuse. Voilà. On va savoir vers qui s'adresser. Ouais. Être célébrante dans un contexte complètement en dehors des institutions. Donc, laïque. Oui, exactement. Ouais. Oui, c'est vraiment ça, c'est d'être une célébrante laïque, c'est-à-dire une célébrante sans appartenance religieuse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître le regard des personnes qui... en général, je fais affaire avec une personne, c'est ma personne ressource pour la célébration à venir. Après, elle va ouvrir le champ et se trouver des partenaires ou échanger avec ses proches pour savoir vers quel type de célébration on s'en va. Mais oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment... Et souvent, la célébrante ou le célébrant, il va être là pour aider à matérialiser quelque chose. J'aime bien l'idée de penser que célébrer ou marquer le temps, j'aime beaucoup l'idée de marquer le temps parce que c'est vraiment ça. On n'est pas obligé de marquer le temps. On peut naître, vivre, mourir. Puis ça s'arrête là. Il y a des gens qui vont dire « Moi, à ma mort, je veux rien. N'organisez rien, je veux pas de funérailles, etc. » Donc, on peut décider de ne pas marquer le temps. Moi, je trouve que c'est intéressant de le faire, puis c'est pour ça que ça m'anime de travailler comme célébrante, c'est qu'il y a une partie de nous, des fois, qui n'a pas conscience qu'il y a eu un changement. Ça, c'est notre partie inconsciente. Mais quand on s'arrête, puis qu'on amène un moment plus solennel, on entre dans la célébration, il y a le corps de la célébration où on pose un geste qu'on peut appeler rituel, mais ça peut être un geste. C'est
tant que ça fait du sens pour les personnes qui ont besoin du service de la célébrante, il y a ce geste qui est posé et il y a après. C'est-à-dire qu'il y a un avant, un pendant, un après. Il y a un changement, il y a quelque chose qui s'est passé. La naissance, c'est ça. Des parents qui donnent vie à un enfant, ben, il y avait avant l'enfant, puis l'enfant est là et on s'en va vers où? Voilà. Un départ à la retraite, je me souviens très bien avec une personne qui était travailleuse autonome, qui tout d'un coup décide, bon, ben, je pense que je suis prête à arrêter de travailler, mais c'était de mettre des mots aussi sur ce qu'elle vivait. Puis départ à la retraite, il y a des gens qui ont une certaine aversion avec ce terme-là. C'est comme si on se mettait en retrait puis qu'on faisait plus rien. Et lors de notre premier échange, elle le manifestait, ça. Elle disait, je suis pas confortable avec le fait que je pars à la retraite. Fait qu'on échange, on échange. Moi, les mots, j'aime danser avec les mots, j'aime les chercher. Et tout d'un coup, le mot est arrivé, accomplissement professionnel. Ça faisait du sens pour cette personne-là. Elle voulait célébrer un accomplissement professionnel. Donc, Fabienne Ascherman, c'est une célébrante, mais c'est une accompagnante aussi. Oui, beaucoup. Beaucoup, parce que quand on traverse un passage ou quand on passe dans on est dans un changement, eh bien, ça peut prendre un accompagnement. Et ça arrive effectivement que quand on est dans le processus, je pense notamment avec les personnes décédées, ben, il y a tout le deuil qui est déjà présent parce que ça se fait pas le lendemain d'un décès, mais il y a déjà quelque chose qui a l'air de vouloir s'installer. Puis quand on échange, tout d'un coup, la personne manifeste quelque chose, ben, vu que je suis accompagnante au deuil, pas nécessairement en lien avec la mort, mais le fait de reconnaître les deuils, je suis capable de dire à la personne, oui, mais c'est parce que c'est ça que tu es en train de vivre. Et tout de suite, l'apaisement vient. Et ça normalise, je dis pas que ça banalise, c'est pas ça, mais ça normalise et ça apaise la personne parce que c'est normal ce qu'elle vit. Même quand on est en colère ou on se sent coupable. Donc, il y a une certaine attitude davantage spirituelle? Moi, j'aime à le penser, mais je pense que c'est vraiment au niveau de l'écoute et puis comme on communique l'un l'autre. On dépasse l'apparence, on dépasse notre quotidien puisqu'on sort de nos routines, de notre vie quotidienne pour se concentrer sur quelque chose. Donc, on est ailleurs, ça c'est certain. Oui. On relance le dé, Fabienne? Oui, je peux bien. Ah, bon, je vais peut-être le relancer. On va le relancer une autre fois pour trouver autre chose. Ah oui, rêve. Allons-y pour le rêve. Allons-y pour le rêve. Comment imaginez-vous votre organisme dans 5 ou même 10 ans? Comment je m'imagine dans mes services dans 5 ou 10 ans? J'imagine que le deuil, la mort, les célébrations fassent partie intégrante de la vie, que les gens se l'approprient tellement que ça devient naturel de faire appel à une célébrante ou à une accompagnante au deuil. À travers les conférences, ben, c'est le fait aussi de montrer que ça fait partie de la vie, tout ça, donc d'apprivoiser, qu'il y ait un meilleur apprivoisement du deuil, de la mort, des changements, de se rendre compte que quand on vit des événements heureux ou malheureux, eh bien, ça se peut qu'on ne se reconnaisse pas, mais qu'on réalise « Ah oui, mais c'est parce que je vis un deuil, c'est pour ça que je me sens comme ça tout d'un coup, alors que j'aurais peut-être pas des raisons de l'être, mais qu'on puisse l'identifier. » Donc, je dirais une façon de pouvoir s'accompagner soi-même et puis de savoir qu'il y a des services qui existent et qu'on peut les utiliser. Oui. Fabienne, il y a quelques années, on a vécu la pandémie. Oui. Et pendant la pandémie, perdre un proche, les derniers jours d'un proche, son décès, la cérémonie, en fait, pas de cérémonie parce qu'on ne pouvait pas la faire, reporter la cérémonie à plus tard, dans 6 mois, dans 1 an. Oui. Qu'est-ce que ça nous fait en tant qu'humain, en tant que personne? Qu'est-ce que ça fait quand on ne peut pas vivre le rituel? Qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, je pense qu'il se passe quelque chose de pas toujours sain, pas toujours facile à surmonter. Et que dans ma compréhension du deuil, être avec nos proches, c'est très important. Et se prendre dans les bras et se consoler. Et savoir qu'on n'est pas tout seul. Il y a eu un impact dans la société, partout sur la planète, je pense que de ne pas pouvoir vivre ça ensemble. Tout à fait. Je pense que le fait aussi d'avoir mis la situation
C'est des événements extérieurs qui n'ont pas permis ça. Peut-être qu'il y a des deuils qui se sont complexifiés parce qu'ils il n'a pas été possible de le vivre. Je me souviens qu'à l'époque, justement, je nommais l'Association des proches aidants avec qui je collabore depuis plusieurs années par rapport au deuil. Et pendant la crise sanitaire, les organismes communautaires, on leur a donné le feu vert aussi pour être davantage impliqués par rapport au soutien à la population. Et ça a permis, c'est d'ailleurs là que ce service de groupe de parole aux proches aidants endeuillés est né. C'était pendant la crise sanitaire. Ah, oui. Et parce que les associations étaient reconnues comme pouvant poser des gestes. Évidemment, il y avait la distanciation physique, mais le groupe de parole a commencé précisément là, parce qu'il y avait une demande, il y avait un besoin. Il y avait un très grand besoin, oui, parce que tout était très limité, très restrictif. Oui, effectivement. Puis c'est ça, la proximité physique. On a beaucoup parlé de l'aspect physique, quand on parle de la maladie ou d'un danger de maladie, on parle de l'aspect physique, mais au niveau psychologique, on le constate maintenant aussi, tout ce que ça apporte comme problématique. Et je dirais l'aspect spirituel, c'est un mot qu'on n'aime pas utiliser, et pourtant, je pense que ça fait partie de nos vies aussi, de pouvoir vivre des moments humains, c'est-à-dire qui demandent des regroupements, et puis une espèce de résonance dans le groupe, une parole qui est vivante, avec des gens en chair et en os dans un événement. Peut-être que ça ne parle pas à certains, ça, chacun est libre de le faire à son nom. Non, mais il y a, à mon avis, des moments dans la vie où on a besoin de se rassembler. Pour les personnes qui ont ces besoins-là, c'est possible de les réaliser. Il y en a qui vont les réaliser seuls. Il y a des gens qui ont dispersé des cendres par eux-mêmes, ou tu sais, les chalets ou les endroits comme ça où les événements se font très bien. De la même façon qu'on fait des anniversaires ou des anniversaires de mariage des parents ou des grands-parents, on va poser des gestes, et c'est vraiment ça, c'est une célébration qu'on crée. Il y a des gens qui sont très, très confortables pour l'organiser. Puis il y en a d'autres qui ont l'élan, mais qui ne savent pas comment faire. Donc là, on peut appeler quelqu'un, aide-moi. Mais une fois qu'on a mis la table, moi, je suis à chaque fois étonnée comment, une fois que les choses sont posées sur la table, les personnes qui sont là s'approprient complètement l'événement. Oui. Ah, c'est tellement beau à voir. Et puis après, on le vit et on sent qu'il y a vraiment un avant et un après. En tout cas, moi, je le ressens vraiment beaucoup. Ouais. Est-ce que Fabienne Ascherman accompagnait les gens comme célébrantes? Est-ce que tu crois que c'est un service essentiel? Je peux répondre que oui. Sinon, je ne serais pas animée. C'est sûr que ça, c'est aussi mettre mes talents à la disposition de la communauté. Ça t'anime beaucoup. Oui, parce que je n'ai pas trop de difficulté à prendre la parole. L'écriture, c'est quelque chose qui est facile pour moi. Donc, quand on met ensemble nos qualités puis qu'on est capable d'offrir un service, je pense qu'il y a quelque chose qui est là et chaque fois que j'ai pu rendre ce service-là, que ce soit autant dans l'écoute, mais c'est vrai, même en conférence, quand j'arrive dans la partie causerie, c'est bien écouter ce qui se dit. Puis des fois, on entend quelque chose, puis on peut poser une question, et là, tout d'un coup, il y a une conversation qui arrive là, puis on aimerait ça se revoir pour continuer la conversation. Oui, parce qu'une causerie, la beauté de la chose, c'est que les gens posent des questions. Vraiment. Et ils ont aussi quelque chose à dire, ils ont une réflexion. Si, par exemple, je donne la conférence « Les joies et défis de la vie en solo », bon, il y a des personnes qui choisissent de vivre seul, mais il y en a qui ne le choisissent pas. Et celles et ceux qui ne le choisissent pas vivent des deuils. Oui, absolument. Et ils ont une réflexion par rapport à leur expérience, mais quand on est ensemble, on en parle et tout d'un coup, on entend un point de vue qui n'est pas le nôtre, auquel on n'a jamais pensé. Moi, la première, quand je vais à une conférence ou que j'assiste ou je participe à une formation professionnelle, eh bien, j'écoute et puis, je pense à quelque chose et je trouve ça tellement nourrissant. Fait qu'on ressort de là, autant d'une célébration, d'un groupe de parole que d'une conférence causerie nourrie. Je me dis que c'est ça qu'on fait entre humains. Vivre en solo, Fabienne Ascherman, c'est de plus en plus courant dans notre communauté. Je penserais que oui. Est-ce que les gens à la retraite, les gens, nos aînés par exemple, qui vivent en solo, ce n'est pas toujours désiré, qui vivent avec peut-être la perte de la personne aimée qui a été à leur côté pendant beaucoup d'années. Oui. Est-ce que tu vois dans ta pratique des situations de détresse ou de personnes qui vivent en solo qui ne sont pas bien, qui sont peut-être vulnérables?
Ce que je vois surtout, c'est les personnes qui perdent leur conjoint-conjointe, donc ils ont à effectivement apprivoiser cette nouveauté, c'est-à-dire de continuer à vivre avec l'absence de la personne avec qui ils ont vécu pendant 40, 50, 60 ans. Donc ils apprivoisent ça, ils sont donc en période de deuil, ils sont en train de le vivre. Donc ils sont dans une posture de vulnérabilité, c'est certain. Par exemple, quelque chose que je vois beaucoup, que je trouve assez typique du deuil, c'est le vide. C'est-à-dire que quand une personne avec qui on a vécu 40, 50, 60 ans décède, eh bien, tout cet espace-là, puis surtout quand il y a eu de la maladie pendant plusieurs années, c'est que la personne devient une proche aidante, donc elle va s'impliquer, s'investir. Puis c'est l'histoire de la grenouille qui se fait ébouillanter tranquillement. Là, c'est pas une grenouille qu'on jette dans l'eau bouillante. Là, ça vient tout doucement, puis tout d'un coup, la personne dit, mon Dieu, qu'est-ce que je suis fatiguée, on dort pas bien, là, il y a des bruits qui nous réveillent, on se lève. Fait qu'ils arrivent aussi très, très épuisés. Qu'est-ce qu'on dit à cette personne-là, cette personne aînée qui a perdu un conjoint, une conjointe et qui a été proche aidante et qui vit non seulement un deuil, mais un vide, parce qu'on le comprend. Elle était utile, elle était une accompagnante ou accompagnant. Qu'est-ce que Fabienne Ascherman, l'accompagnante et la célébrante, pourrait dire à cette personne-là? Habiter le vide et pas nécessairement le remplir tout de suite. Parce que c'est une transition, c'est un passage. Donc parfois, ce qui arrive, c'est qu'on veut s'occuper tout de suite pour passer à autre chose ou penser à autre chose. Mais quand ce vide est là, c'est parce qu'on a tellement tassé les meubles sur le côté pour faire de la place pour quelqu'un qui avait ce besoin-là, qu'on peut commencer à refaire un set-up, mettons, peut-être qu'il sera différent de remettre les meubles. Oui, remettre les meubles, mais pas nécessairement à la même place, ou rediscuter avec soi-même du style de mobilier qu'on aimerait mettre, ou qu'on aimerait donner, ou vendre, racheter. Mais prendre le temps. Et de laisser venir peut-être cet espoir de renouveau. Oui, il va venir. Ça prendra le temps, des fois c'est long, des fois moins, mais c'est de vivre ce qu'on vit dans le moment qu'on vit. Puis même quand on vit ce vide-là qui est exprimé, moi je trouve qu'il est quand même assez présent, surtout quand le décès, les semaines qui suivent le décès, ben, c'est comme ça dans le moment, mais ça n'empêche pas qu'il y ait un jour où on se sente bien, puis qu'on puisse en profiter, puis peut-être que 2 jours plus tard, on se sent moins bien, puis c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, c'est la vie. C'est la vie. Et la vie continue. Malgré tout. Merci, Fabienne Ascherman. Ça me fait plaisir. Merci de cette bienveillance, de cet accueil, de cette façon d'accompagner les gens et de encore célébrer la vie. Oui. Merci, Danielle. Donc, voilà pour notre épisode de Sortir de la boîte aujourd'hui. Mon nom est Danielle Leblanc de Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs. À très bientôt pour une autre émission.